Terminer cette matinée, un point important, on l'a souligné à maintes reprises, il s'agit de l'enjeu de l'emballage. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'appeler Christophe Morin de Packagile. Vous pouvez l'applaudir. Merci Christophe de me rejoindre. Packagile, un cabinet conseil spécialisé en innovation et co-conception des emballages. J'en profite pour signaler que Packagile est porteur du premier label français en faveur des emballages plastiques recyclables OK Recycle, et dans ce cadre, détenteur d'un laboratoire permettant d'effectuer nombre de tests et mesures physiques. Christophe, l'innovation, c'est votre créneau. Vous organisez, vous proposez les tours innovation emballage. Le prochain est à 15h. Vous avez une journée bien chargée. Merci de nous rejoindre. Le rendez-vous, c'est Hall 10, stand B77 pour les tours innovation. Alors, tout d'abord, Christophe, le sujet des seniors, c'est un sujet d'autant plus intéressant qui nous permet, au fond, tout simplement de s'adresser à différents publics dans une optique d'inclusivité. Oui, c'est ça. Alors, on parle effectivement, là, toute cette matinée, ça a été assez recettes, formulation. Oui, orienté senior. Mais concernant l'emballage, effectivement, c'est une question finalement d'intégrer des handicaps également. Hein. C'est l'approche d'inclusive design packaging où on va comprendre les besoins, l'expérience consommateur, et puis essayer d'apporter des réponses. En tout cas, de s'appuyer sur les besoins réels et exprimer des consommateurs pour pouvoir apporter un peu plus de services. Au fond, l'enjeu, c'est de s'adresser à ceux qui ont les besoins les plus contraints. C'est ça. Par expérience, si on s'aligne sur les personnes les plus contraintes, on arrive à satisfaire la majorité des consommateurs, en fait. On commet souvent l'erreur de concevoir un emballage pour la plus grande majorité. Mais ce n'est pas forcément une solution adaptée. Finalement, on se rend compte que notre consommateur le connaît moins bien qu'on le pense. Quelques chiffres, par exemple. Hein, la question des handicaps, ça touche énormément de personnes. Oui, 12 millions de Français qui sont concernés. Une personne sur deux sera en situation de handicap au cours de sa vie. 85% des handicaps surviennent au cours de la vie. Par exemple, voilà, pour l'anecdote, il y a une dizaine de jours, j'ai fait une chute de vélo. Et voilà. Oui, ça m'a mis en situation de comprendre, voilà, pour l'occasion, comprendre un petit peu où sont les efforts, où sont les douleurs dans nos gestes du quotidien. Voilà, donc c'est un joli rappel à la réalité. Et puis, éventuellement, c'est une mise en situation qui est intéressante pour comprendre les besoins de ces typologies de personnes. Bon, en tout cas, merci d'être parfaitement en forme aujourd'hui. Ciblons les besoins spécifiques, justement, pour les enjeux d'emballage. Voilà, donc c'est une question d'accessibilité finalement hein, qu'on va aborder dans cette session. L'objectif, c'est, comme je l'ai dit, de prendre en considération les besoins spécifiques des personnes seniors et ou en situation de handicap. On va essayer de faciliter le quotidien, améliorer l'autonomie, adapter les emballages pour répondre vraiment aux besoins spécifiques, tout en garantissant les enjeux de sécurité, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que notamment les seniors se baladent systématiquement dans leur cuisine avec un couteau à la main ou une paire de ciseaux, dans le meilleur des cas, mais souvent un couteau. Et voilà, moi j'ai souvent observé mes grands-parents et même encore mes parents qui ont 70, 75 ans, et la première chose pour ouvrir une barquette de jambon, clac, clac, allez, un coup de couteau et on n'en parle plus. Voilà, ça me permet effectivement de bien schématiser la problématique. Justement, votre présentation, c'est d'identifier des problématiques et d'apporter des solutions. Première problématique, la perte d'acuité visuelle. Voilà. Perte d'acuité visuelle, donc tous les enjeux pour bien communiquer auprès du consommateur, ça va être de choisir forcément les bonnes polices de caractère, les bonnes tailles, pour toujours améliorer la lisibilité, les caractères gras, augmenter le contraste, le choix des couleurs pour le contraste, améliorer la reparabilité, que ce soit en rayon, mais aussi à l'usage au quotidien. Voilà, tout simplement. J'invente rien, c'est aussi du bon sens. Surtout des indications claires pour l'usage, voilà, des pictogrammes. Si on n'est pas obligé de lire un texte pour comprendre l'usage, c'est mieux. Voilà. Et surtout, oui, pour les seniors, éviter l'usage de langue étrangère, c'est bien aussi. Autre besoin spécifique, c'est, on l'a entendu ce matin, en fin de matinée, la réduction la diminution de l'appétit. Voilà, les petits appétits, ce sont
bien caractérisés par les seniors. Donc l'idée aussi, c'est de réduire les tailles, en tout cas d'adapter la quantité, les portions aux personnes concernées. Donc là, en l'occurrence, Cheral avait lancé déjà il y a un petit moment le format de steak haché petit appétit, 80 grammes, donc complètement en cohérence avec sa cible. Et puis les personnes seules, les seniors, ce sont souvent des personnes seules. Quelques données supplémentaires si vous n'avez pas eu assez ce matin. 50% des 80 ans et plus sont seuls et 28% des 65 à 79 ans sont seuls. Donc adapter les portions est effectivement un enjeu. Autre besoin spécifique, c'est le développement de pathologies. Ouais. Oui, c'est ça. Des pathologies type polyarthrite rhumatoïde, la perte de motricité globale, la perte de motricité fine. Donc c'est le problème de la pince au niveau de la main, des tremblements. Donc vraiment une perte de précision au niveau de la main. Ça, c'est caractéristique. Et puis, de manière plus générale, une perte de force musculaire. Alors, c'est pour ça que l'ergonomie est très importante lorsqu'on conçoit un emballage. Donc là, je vous ai mis le design, le concept Lift Up de chez DS Smith. Il est intéressant parce qu'en fait, il va permettre de porter un pack de 6 bouteilles, donc on est aux environs de 9 kilos, mais à la manière d'une valise. Donc très simplement, on va adapter le geste et la posture de la bonne manière où on a le minimum de contraintes posturales. Donc l'orientation de la main, elle est parfaite dans ces cas-là. Voilà. Contrairement à ce qui est pratiqué aujourd'hui, un pack d'eau ou un pack de lait, ça nous contraint. Soit on est obligé d'orienter la main à 90 degrés et à ce moment-là, on a une contrainte sur le coude et l'épaule et on est beaucoup moins fort. Soit on oriente de l'autre côté et à ce moment-là, on met une contrainte sur le coude avec le biceps. Et on peut marcher 100 mètres. À un moment donné, on voit qu'on commence à se tordre sur le côté pour pouvoir soulager la contrainte au niveau du coude. Donc simplement, nous, en se mettant en position simplement de manipuler, de manipuler les emballages du quotidien. Simplement, on est facilement capable de comprendre où sont les contraintes d'ergonomie et penser à l'usage et adapter justement cet usage aux seniors. D'autres exemples, Christophe? Alors, autre exemple, en particulier pour les bouteilles d'eau, c'est plutôt que de proposer des bouteilles d'1,5 litre, c'est peut-être proposer des bouteilles d'1 litre. Donc ça a déjà été fait, ça se démultiplie maintenant. Toujours au travers des mêmes besoins, motricité globale, la mise en place de poignées pour les bouteilles. Alors, je ne parle pas forcément des poignées qui permettent une préhension. Voilà, il faut simplement penser à un logement qui permette de passer la main. Voilà, de manière à ce qu'on puisse manipuler, verser, sans forcément avoir à prendre, à saisir. Vous voyez, ça c'est intéressant. D'autres exemples. Ici, vous voyez, moi j'aime bien 100 packs. Alors, je trouve ça vraiment sympa. On est à la fois dans l'univers de l'anti-gaspillage parce qu'on arrive à bien vider. On est sur un emballage léger et surtout par rapport à un squeeze mayonnaise où on va devoir à un moment donné en fin d'usage devoir secouer. C'est un geste assez contraignant, parfois un peu violent, trop violent pour certaines personnes. Et puis on va devoir presser. Et simplement, voilà, ça met en jeu des forces qui ne sont peut-être plus tout à fait possibles pour tout à chacun. Et là, on a un squeeze moins rigide et plus facile avec un taux de restitution amélioré. Voilà, un taux de restitution qui va jusqu'à, de mémoire, 97-98%. Et puis voilà, ça se fait assez facilement. Autre exemple, Christophe. Autre exemple, la crêpe Voltaren, voilà, c'était l'actualité. Ils ont proposé des matériaux différents avec un grip. Donc là, on a une fraction caoutchouc qui est sur le bouchon, donc qui permet facilement d'ouvrir à une main le tube et éventuellement de faciliter la dispensation du produit. Et c'est d'usage et de circonstance, en particulier pour Voltaren, ça veut dire qu'on a des troubles, des TMS, des coups, des bosses, et voilà. Donc là, on est vraiment un produit qui est en phase à la fois avec son usage, sa finalité, et donc ça c'est plutôt intéressant à signaler. Donc on a dit des poignées, des formes adaptées, des matériaux antidérapants, des textures, des matériaux souples, pour faciliter la préhension et le dosage, et des formes. La facilité d'ouverture, voilà. On a touché deux mots tout à l'heure avec le bouchon Marguerite de cristalline.
forcément, on y arrive sur l'aptitude à l'ouverture, à la refermeture. Donc, il y a plein de choses qui ont d'ores et déjà été faites. Encore Voltaren avec un bouchon de forme triangulaire. L'eau Wattwiller aussi, qui a été pionnier dans la démarche avec un bouchon en forme de fleur. Pardon, je disais cristalline. Wattwiller, bien sûr. Wattwiller. Donc, tout ça pour permettre un grip et positionner aussi les doigts. C'est pas mal en termes de contraintes. Et puis, plus un bouchon est large, plus c'est facile de le faire tourner. Les fournisseurs concernés, Christophe, sur ces bouchons à ouverture facile? Alors, il y a... Par exemple. Ah oui, Combismart. Donc là, c'est des petits bouchons avec des petites ailettes sur les côtés. Donc ça, c'est intéressant. Alors, j'ai encore été très désagréablement surpris pour essayer d'ouvrir une petite brique de crème de 20 centilitres. Donc ça, c'est juste l'horreur. En particulier, quand on est en cuisine, on a un peu les mains mouillées. Donc ça, c'est simplement pas très appréciable. Oui, alors pour réduire les contraintes à l'ouverture sur les pots en verre, oui, les conserves en verre. Voilà, vrai sujet. Une innovation qui date déjà de quelques années, c'est bien 10 ans, la capsule Orbit de Krones. En quoi ça consiste? Simplement, c'est une capsule, vous voyez, on l'entend, elle a 2 pièces. Lorsque vous posez le couvercle, vous avez donc le haut de la capsule qui est fixe, et puis vous avez la partie latérale qui est mobile. Donc finalement, après les étapes de stérilisation, vous avez une mise en contact prolongée et donc une adhérence avec le joint ou le joint de la capsule. Et finalement, pour tourner l'ensemble, où il faut planter un couteau, retourner l'ensemble, planter un couteau, on a une chance sur 2 de se blesser pour donner un appel d'air, ou alors il faut être en capacité de développer une force de rotation. Tout le monde a expérimenté, en effet. Ouais. Voilà, tout le monde le connaît. Le système, la capsule Orbit, c'est ce qu'on retrouve par exemple sur la gamme Dossi, ouverture facile, c'est le même système. Exactement, voilà, c'est ce système-là. Et donc, effectivement, là, on réduit drastiquement la force à l'ouverture lors de la rotation de la capsule. Sans pour autant générer des risques sanitaires. C'est complètement indépendant, bien évidemment. D'autres exemples? D'autres exemples, oui, c'est presque du bon sens. Finalement, lorsqu'on a un opercule avec une toute petite zone de préhension, à un moment donné, on peut réfléchir à peut-être l'agrandir. Plus on augmente cette zone, plus ce sera facilement désoperculable. Aussi, on peut réfléchir à des concepts un petit peu ingénieux. Imaginez cette barquette qui a déjà été, qui a bien 15 ans, cette barquette qui a été développée par Europlastic. L'idée, c'est de proposer une petite zone détachable qui est également soudée, scellée en même temps que l'opercule. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Et finalement, je casse ici et j'ai une fraction rigide qui est très intéressante et qui me permet de peler facilement ma barquette. D'accord, on améliore la pelabilité du film. Eh oui. D'autres exemples également, ça c'est sympathique aussi. Oui. C'est une conception Europlastic qui a fait nominé au trophée de l'innovation l'année dernière. Voilà, même si ça faisait 12 ans que ça existait, ça n'a pas pu rencontrer son public à l'époque. Mais l'idée, c'est également, il y a un double cordon de scellage sur la machine. Vous avez un opercule et puis simplement, avec le pouce, hop, voilà, vous pelez et vous n'avez pas besoin de prendre, de pincer. Simplement avec un coup de pouce, vous ouvrez l'ensemble. Ok, pour l'ouverture facile, Christophe, passons à la facilité de dosage. Oui, facilité de dosage. Alors, c'est pas nouveau, le bouchon Le Sieur. Ici, c'est ce genre de choses dont j'ai eu la chance de travailler de développer ce bouchon en partenariat avec Le Sieur. L'idée, c'est de concentrer un maximum de fonctionnalités pour faire en sorte qu'on puisse lutter contre le gaspillage alimentaire, la juste dose, pouvoir régler quasiment en une main le débit de son bouchon, le débit de versage de l'huile, avec un évent également pour éviter l'effet glou-glou. Donc finalement, on peut même faire ça complètement. On a un filet qui est complètement continu et qui nous évite d'en mettre un petit peu partout. Voilà. En particulier si on manque de force, on manque de précision, on a des pathologies qui nous amènent à trembler, par exemple. Voilà. Les grands classiques, les pompes doseuses. Voilà, donc on a tout un univers
de créativité et d'innovation, un potentiel d'innovation qui est assez énorme pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques. Mais il y a un mais, parce qu'évidemment il y a un contexte réglementaire, et ce qui nous vient tout de suite, c'est qu'apporter ces fonctionnalités, on le voit, c'est parfois apporter plus de matière. Quid des enjeux de recyclabilité, de réemploi, de réduction, quid de la stratégie 3R qui est au cœur de l'innovation emballage aujourd'hui? Et des enjeux économiques. Plus les enjeux économiques, il y a des enjeux économiques d'abord, donc effectivement on est dans un contexte aussi économique très contraint, donc rajouter de la matière, rajouter une pièce ou de la fonctionnalité supplémentaire, ça présente un coût non seulement pour l'entreprise mais aussi à un moment donné pour le consommateur. Or le consommateur aujourd'hui, oui, il est contraint et il fait des choix. Et puis il y a des enjeux de recyclabilité. Alors le contexte réglementaire, on le rappelle brièvement. Et puis il y a des enjeux, en particulier pour ne parler que de la France, la loi AGEC, on a des enjeux surtout de réduction de quantité d'emballage plastique à usage unique et de déchets d'emballage de manière générale. Je le rappelle simplement, 20% d'emballage en plastique à usage unique, ça c'est des objectifs de réduction. En 2025, ça c'est un objectif par rapport à 2028, il faut réduire aussi de 50% les bouteilles mises sur le marché par rapport à 2018. Réduction de moins 15% de déchets d'emballage ménager en 2030, ça c'est des objectifs, encore une fois, 2030 par rapport à 2010. Voilà, donc on est dans l'ère de la réduction et de l'économie de la fonctionnalité. Et l'actualité, c'est la réglementation qui vient précisément cibler les emballages à usage unique considérés comme inutiles dès lors qu'ils sont en plastique. Un des textes de la loi AGEC qui consiste notamment à la suppression des emballages plastiques à usage unique dits inutiles d'ici le 31 décembre 2025. Mais en fait, si on pousse la réflexion, c'est pas parce qu'un emballage plastique est inutile qu'un emballage en carton inutile ne serait pas interdit. Voilà, donc l'interdiction, finalement, elle va pas forcément s'appliquer aux emballages plastiques, elle va se généraliser à tous les matériaux. D'accord. C'est la tendance. Donc, je rappelle simplement une définition d'un emballage inutile telle qu'elle existe aujourd'hui, mais elle doit être précisée, notamment dans le cadre d'un travail de cadrage par les éco-organismes. Il y a un document qui doit être remis au pouvoir public fin juin. D'accord. Voilà. Donc j'ai la chance d'y travailler, en tout cas en collaboration avec un éco-organisme. Je rappelle simplement les 3 fonctions essentielles d'un emballage utile. C'est une fonction de protection sanitaire, de protection de l'intégrité du produit, les fonctions de transport ou les fonctions d'information du consommateur. Donc tout ce qui ne correspond pas à ces 3 fonctions-là, sont dites non essentielles. Alors, ok, pour les fonctions marketing, on peut comprendre, mais là, on était dans les usages tout à l'heure. Tout à fait. Alors simplement, ce qui est utile pour les uns n'est pas forcément utile pour les autres. Donc justement, dans le cadre de ces travaux de cadrage, on est en train de définir les emballages ou éléments d'emballage associés qui sont utiles avérés. Voilà, donc là, à ce moment-là, il y aura une liste, hein. Ces emballages-là ne seront pas critiqués ou remis en question. Et puis, il y a une deuxième catégorie d'emballage ou d'éléments d'emballage ou de fonctionnalités qui seront à questionner. Donc là, il y aura des débats, il y aura des échanges avec les entreprises pour pouvoir réaliser les arbitrages. Et puis, il y aura des emballages dits clairement inutiles, mais qui feront l'objet à terme directement d'interdiction. Et ça peut être des interdictions directement en cette fin d'année. Oui, il faut avoir en tête que là, c'est un texte très précis et qui va susciter une évolution, en tout cas, dans la présence de certains emballages sur le marché. C'est ça, donc dans la définition des emballages inutiles, on va chercher à d'abord faire des économies de fonctionnalité, réduire les emballages disproportionnés, réduire le suremballage, et puis faire la chasse aussi aux emballages trompeurs. Voilà, il y a différentes thématiques qui seront déclinées au travers de la définition d'un emballage utile-inutile. Emballage inutile, c'est une des thématiques. L'actualité, d'ailleurs, c'est sur le salon avec l'annonce du lancement de l'opération d'expérimentation du réemploi sur 4 régions dans le Grand Ouest et Nord-Ouest de la France. Le réemploi, quel impact ? Et oui, on est dans l'ère du développement du réemploi, hein, donc on a des objectifs, 5% d'emballage, 5 ou 7% selon la taille des entreprises d'emballage réemployé en 2025, 10% en objectif d'ici 2027.
On parlait de recyclabilité tout à l'heure. Voilà, donc c'est un ensemble de facteurs aussi réglementaires qui nous poussent à faire très très attention dans l'art et la manière de développer des emballages et de répondre aux besoins des seniors notamment. Exactement. Alors pour conclure, Christophe. Donc en conclusion, que je vous ai posé un petit peu la liste des contraintes auxquelles on doit faire face dorénavant, c'est que oui, les fonctions de service utiles pour le consommateur, elles sont potentiellement remises en cause. Donc il faut avoir un œil sur l'évolution prochaine de la réglementation, donc surveiller ça. On est vraiment à l'ère de la frugalité des fonctionnalités. Alors, et puis, avec les tendances du réemploi, rien ne nous empêche de développer les emballages pour qu'ils soient plus facilement utilisables avec d'autres objets du quotidien qui sont réemployables. Voilà. Donc en fait, simplement, tous les exemples là que j'ai pu vous présenter, il y a plein d'objets du quotidien qui existent déjà et qui permettent de faciliter l'ouverture des bocaux, de faciliter l'ouverture des bouteilles, des flacons et autres, ou de doser, de mieux doser, ou voilà. Donc, je pense que l'avenir des fonctions qui améliorent l'usage des emballages pour les seniors seront demain réemployables. Entendu, et bien ça sera le mot de la fin. Merci Christophe, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation. On a le temps pour une ou deux questions. Y a-t-il des questions à adresser? Oui, monsieur, on peut amener un micro. Merci de vous présenter à nouveau. Bonjour, Vincent Chemeng, journaliste pour Produits de la Mer. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir sur les ouvertures faciles, s'il pouvait y avoir des enjeux sur la conservation et les DLC. Merci beaucoup. Très bonne question. A priori non, parce qu'il existe des ouvertures faciles qui existent déjà depuis longtemps. On le voit dans la conserve, on le voit dans il y a des dispositifs d'amorce à la déchirure qui ne présentent pas de danger particulier quant au risque de fuite, quant au risque de scellabilité et donc par conséquent au risque de sanitaire lié à la conservation des produits. Non, aujourd'hui, c'est des choses qui sont complètement maîtrisées, assez répandues. Donc, par exemple, des opercules pelables. Oui, effectivement, on introduit des contaminants pour faciliter la séparabilité des matières, mais on va dire, c'est une force de pelabilité qui reste maîtrisée au regard des enjeux de conservation. Donc là, non, il n'y a aucun souci de conservation ou de risque sanitaire lié aux ouvertures faciles. Est-ce qu'il y a une autre question ? Eh bien, si pas de questions, merci encore Christophe. On peut l'applaudir à nouveau pour votre intervention.